que nous présentons ce soir, en fait, est un exercice de prospective à long terme qui a été initié dans le cœur d'une crise lourde, profonde, dont tout le monde pressent qu'elle est structurelle et qu'elle va occuper le paysage très 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 longtemps. Et ce sont en général dans ces périodes que l'on commence à s'intéresser à la croissance autrement que par des injonctions, c'est-à-dire tout d'un coup on se repenche sur les secteurs, les spécialisations, on se préoccupe des entreprises, mais pas comme un mot général, mais comme par catégorie. On essaye de travailler la croissance au plus près parce qu'on sait très bien que les ressorts ne seront pas macroéconomiques, elle ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas de politique macro de relance, ou en tout cas sur de brefs épisodes de relance. Et donc c'est toujours à ces moments-là que tout d'un coup le mot politique industrielle ressurgit. Et le mot politique industrielle, qui jusque-là, on a vécu sur la douce illusion que le marché pouvait spontanément générer des spécialisations, que finalement ce n'était pas un sujet de préoccupation politique. On a vécu aussi sur l'illusion qu'il suffisait de créer les conditions de la croissance, c'est-à-dire favoriser certains types de... améliorer la concurrence, etc., ou favoriser le bon fonctionnement des marchés financiers. Bon, on voit tout ça, toute cette représentation, tout ce paradigme s'est un petit peu écroulé. Et devant ça, tout d'un coup, le mot secteur, même s'il est parfois un peu périmé, retrouve son intérêt. L'idée tout simplement de se demander sur quoi, sur quel type de produit nous voulons spécialiser l'économie française. Et c'est pas pour rien que dans les gouvernements précédents et dans ce gouvernement, le gouvernement qui vient de se constituer, le mot industrie, industrie au sens large, il ne s'agit pas de l'industrie manufacturière, mais a retrouvé une actualité. Et c'est vraiment dans cet esprit que ce travail de prospective a été conçu, non pas comme une science exacte, mais véritablement pour essayer de donner un contenu, de se représenter ce que pouvait être la spécialisation de la France à un horizon long, France et Europe, euh, en essayant tout simplement en réalisant que nous n'avions plus vraiment en France de représentation de ce qu'étaient nos points forts et de nos positionnements. On s'est un petit peu endormi sur une sorte de fonctionnement automatique de l'économie. Et évidemment, pour agir, il faut savoir ce que l'on veut faire et où l'on va et ce qu'il faut accompagner, favoriser. Ne pas forcément freiner ce qui décline, enfin freiner le déclin d'activités condamnées, parfois être capable plutôt de pousser des secteurs de remplacement. Donc c'est vraiment dans cet esprit que les travaux de prospective retrouvent leur actualité. Le travail qui a été mené au CAS, évidemment, bon, il comporte plein de défauts, hein. C'est un exercice qui a été fait à la fois avec des outils dont on peut douter parce qu'ils ont un contenu mathématique fort, mais qui s'est fait aussi par contact avec des spécialistes de branche. Enfin, tout n'a pas été fait, hein, de manière strictement mécanique. Donc ce que nous allons faire ici, c'est tout simplement vous présenter cet exercice en le focalisant vraiment sur cette idée des gisements de croissance. On va vous le présenter en 4 temps. Tout d'abord, vous expliquer cette démarche, peut-être un petit peu rapidement et sommairement, mais donc quel type de cadrage et quel type d'instrument nous avons mis en place. Dans un deuxième temps, nous allons vous présenter les 3 grands scénarios que nous avons développés, parce qu'évidemment, dans un monde incertain, on est obligé de scénariser. Bon, et il faut malgré tout que cette scénarisation réduise l'incertitude. S'il s'agit de dire ça va être blanc ou noir, évidemment, ça n'aide pas beaucoup la décision. Donc il faut quand même, et on le montrera, qu'il y ait des messages communs qui se détachent des différents scénarios. Sinon, c'est plus perturbant qu'autre chose. Puis dans un troisième temps, Cécile vraiment va se focaliser sur la dimension sectorielle, c'est-à-dire le contenu, la composition de cette croissance et véritablement les secteurs qui peuvent l'apporter. Et puis, dans un quatrième temps, les enjeux de métiers, de compétences qui accompagnent ces transformations de l'économie. Donc sur ce premier point, donc le cadrage, évidemment, lorsque nous avons passé cet exercice, hein, il a été lancé en 2010, je pense, donc il y a un peu plus de 2 ans, il a été achevé, bon, il a duré à peu près 1 an, on va dire, hein, donc il a mis en œuvre énormément à la fois ça a été un travail interministériel qui est avec des instruments assez lourds, avec pas mal de travaux de commande et en interaction avec beaucoup d'autres cercles de réflexion. Donc 2 éléments évidemment qu'il fallait prendre en compte pour repenser la croissance. Donc il ne s'agissait pas de prolonger des tendances, bien évidemment,
On sait bien qu'il y a deux chocs majeurs qui affectent aujourd'hui l'économie, et pour simplifier à l'extrême, nous avons d'abord une crise du financement de l'économie, qui est absolument évident, mais dont on sait que historiquement, lorsqu'on fait de l'histoire longue, les chocs financiers ont presque toujours affecté lourdement la croissance et la croissance potentielle. C'est-à-dire ce sont rarement des épisodes transitoires. Les pires crises sont celles qui ont des contenus financiers lourds. Et donc en général, il est difficile de prolonger des tendances lorsqu'on est confronté à une crise bancaire et financière de cette ampleur et à échelle mondiale. La deuxième chose dans cette crise financière, et qui est particulière quand on essaie de réfléchir à la croissance, c'est que la contrainte de solvabilité qui pèse sur l'État, mais sur tous les agents, fait que chaque choc que subit l'économie est aggravé par le fait que les États essayent de se désendetter en même temps. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez une baisse de croissance, l'État va faire encore plus d'économies. Donc vous avez un auto-renforcement des crises. Et donc des chocs qui pouvaient être mineurs dans un contexte de croissance deviennent au contraire particulièrement handicapants. Par exemple, une hausse de taux d'intérêt n'est pas forcément le choc qui terrifie le plus une économie développée, sauf que dans cette période-là, quand vous avez 100% d'endettement public, évidemment, ce choc est beaucoup plus problématique. Le deuxième point, évidemment, c'est toute la question de la transition écologique qui comporte en fait deux enjeux que nous avons essayé d'introduire dans notre réflexion. C'est toute la question du changement climatique. Le changement climatique, ça veut dire être obligé de mettre des prix et des signaux de prix sur les choses que l'on ne veut pas, enfin sur les poisons de la croissance. Donc, c'est vraiment protéger l'atmosphère, l'environnement, et donc protéger un bien collectif. Et puis la deuxième chose que l'on confond, mais qui n'est pas tout à fait la même, c'est la question des ressources rares. Les ressources rares n'est pas forcément toute la question des ressources qui s'épuisent à échelle mondiale et dont le prix risque d'être... l'approvisionnement est problématique, mais le prix risque de l'être et crée des risques d'inflation mondiale. Évidemment, tout ça, ce sont des choses qui pèsent sur la croissance. Donc ce sont les deux dimensions de ce que l'on peut appeler la transition écologique. Alors les liens entre les deux phénomènes, au tout début de la crise, ils nous ont été présentés de manière un petit peu candide. C'est-à-dire nous avons une grosse crise financière, mais heureusement, il y a la croissance verte. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'environnement était devenu automatiquement la modalité de sortie de la crise. Et on a vu dans beaucoup de pays développés des plans de relance très verdisés, ou en tout cas en surface, et toute une communication pour recréer un peu d'espoir autour de la croissance, sur le fait que l'environnement était en fait le facteur de mutation, de sortie Bon, évidemment, la crise se prolonge et on est obligé de revenir à peut-être une triste réalité, c'est que ce sont plutôt et peut-être deux contraintes qui s'additionnent, et que réfléchir à la croissance, ça veut dire c'est réfléchir à la croissance malgré ces deux contraintes et arriver à les dépasser. Alors ce n'est pas tout à fait le message que nous allons faire passer, il n'est pas du tout aussi noir, mais c'est que tout simplement la croissance verte, ça se mérite, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel et qui va nous sauver, donc il va falloir la construire, la fabriquer, et on y reviendra plusieurs fois, mais disons que ce n'est pas le vert qui fait la croissance, et c'est plutôt la croissance qui va nous permettre de faire dans l'environnement. Donc parfois la causalité risque d'être inversée. Alors, j'ai fait une bêtise, non, c'est bon. Alors, quand on parle de croissance verte, par ailleurs, si j'insiste sur le fait que ce n'est pas un mécanisme automatique, régénérant de l'économie, c'est que la croissance verte, contrairement à ce que peuvent nous dire les politiques, c'est par rapport à un scénario de décroissance qu'on parle de croissance verte. Ce n'est pas un surcroît de croissance qui viendrait parce qu'il y a de super nouveaux marchés, de super nouvelles activités qui se présentent à nous. La croissance verte, c'est un élément qui peut nous sauver, mais par rapport à un scénario de décroissance qui serait encore plus grave. De décroissance voulue, parce qu'on pourrait très bien opter pour une préservation de l'environnement par un ralentissement de l'activité, des options qui soient moins favorables à la croissance. Donc ça, c'est tous les partisans de la décroissance. On a tous été confrontés à ces thèses et débattus. Je veux dire, c'est forcément quelque chose qui interpelle aujourd'hui et qui peut nous intéresser. Mais il y a surtout, et c'est ce qu'avait évoqué il y a quelques temps, en 2008, le rapport Stern, c'est plutôt la croissance subie. C'est-à-dire que si nous n'accompagnons pas cette transition de l'économie, le risque, c'est que le coût va être beaucoup plus grand et plus grave demain qu'aujourd'hui. C'est-à-dire plus nous prenons à temps cette mutation et plus nous engageons les dépenses de mutation, et plus nous préparons et moins nous attendons que la planète ne se réchauffe, et plus le coût est minoré. Donc ce qui veut dire que plus nous réagissons tard, plus nous déclenchons tard l'adaptation de l'économie, et plus la croissance est compromise à long terme.
Donc voilà, donc ça, c'est bon, on voit bien jusqu'à quel point ça peut aller, c'est-à-dire que le jour où on fait surchauffer la planète, la croissance n'existe carrément plus, de la production pas non plus, non plus. Donc voilà, non, c'est pour dire, voilà, la croissance verte, c'est pas un Eldorado qui existe indépendamment du reste. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la croissance verte, ce n'est pas simplement des secteurs particuliers. Demain, si nous rentrons dans une problématique de croissance verte, c'est l'ensemble de l'économie et pas simplement ce qu'on appelle les éco-activités qui sont concernées. Et ça, on le verra et Cécile en parlera. C'est quelque chose qui dépasse très largement le périmètre de quelques activités de la filière verte. C'est surtout, et c'est là que c'est à la fois ça mérite débat, et je crois que c'est le mot-clé en fait de tout ça, et c'est bien dans cet esprit que nous avons conçu notre exercice, c'est un processus de ce qu'on appelle de destruction créatrice. C'est-à-dire la croissance est toujours faite par déclin d'activités périmées et émergence de nouvelles activités. Sauf que ce jeu, il n'est pas toujours à somme nulle, il peut être à somme négative ou à somme positive. Et c'est là tout l'enjeu du débat, c'est-à-dire on voit bien qu'à travers l'environnement, il y a de nouveaux potentiels de croissance, mais aussi de l'obsolescence accélérée de toute une série de process et de techniques. Et c'est dans la manière dont se jouera ce processus de destruction créatrice, celui dont parlait Schumpeter il y a quelque temps déjà, mais c'est véritablement comme ça, à mon avis, et à notre avis, qu'il faut voir les choses. Et donc, effectivement, il peut y avoir de la croissance. La destruction créatrice n'a pas toujours débouché sur des jeux de sommes positives ou nulles ou négatives. Ça dépend, et selon les pays d'ailleurs, à chaque mutation technologique, vous avez des gagnants et des perdants de la mutation. Bon, le dernier point, c'est que ce qui comptait pour nous, c'est de ne pas présenter la croissance verte comme une transformation inéluctable, quelque chose, voilà, parce que l'économie va verdir pour des raisons X, Y. Pour nous, nous avons voulu le traiter de manière un peu froide et mécanique comme la résultante de chocs. Et nous avons essayé de comprendre ce qui allait faire que l'économie deviendrait verte. Et lorsqu'on le regarde, et là pour nous en tant que macroéconomistes, et mésoéconomistes qui travaillent au niveau sectoriel, c'est très intéressant, ça nous permet de cerner ce que l'on va faire rentrer dans nos modèles économiques. Qu'est-ce qui change dans l'environnement économique et qui va modifier les comportements? Et là, on comprend vite, quand on va voir l'ensemble des chocs qu'on a listés là, que ce n'est pas forcément de la croissance, même à vue de nez comme ça, chacun de vous se dira plutôt que ce n'est pas des chocs que l'on considère comme positifs pour une économie. C'est d'abord le fait que, effectivement, dans le monde qui change, les ressources rares créent au moins une instabilité sur le prix des ressources rares. Et instabilité, c'est quand même une hausse tendancielle. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt une hausse tendancielle, même s'il y a essentiellement des très grands cycles. Il y a des flambées et parfois on retourne très bas. Mais derrière ces très très grands cycles, aujourd'hui, on commence à décerner quand même une tendance à long terme. Des problèmes évidemment liés au carbone, aux émissions carbone, qui nous amènent à mettre en place de nouvelles taxes, de nouvelles réglementations, parce que les taxes ne marchent pas toutes seules, et là où les taxes ne marchent pas, on met des limitations, on va réglementer à la fois les process et les modes de consommation. Ce sont des dépenses publiques. Alors là, on sent du plus, parce que c'est l'État aussi qui peut, comme à chaque fois, lorsqu'il y a eu de grandes mutations technologiques, enclencher les coûts là où les agents privés ne sont pas en état de le faire. Ce sont aussi des transformations de comportement, ça il faut l'admettre, c'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui sont sensibilisés, peuvent modifier indépendamment même des signaux prix, par des effets d'éducation, de sensibilisation, leur comportement de consommation et aller vers de la consommation éco-responsable. Et puis, et c'est là que tout se joue, c'est de l'innovation technologique, c'est-à-dire soit on est capable de mettre en place les innovations qui accélèrent et favorisent la transformation et qui nous permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des nouveaux process, et en particulier dans tout ce qui est énergie renouvelable, soit nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et voilà, donc la croissance, comme toujours, en définitive, la croissance à long terme, elle va reposer sur ce dernier facteur. C'est-à-dire soit on est capable de mettre en place le progrès technique, soit on ne le fait pas, et dans ce cas-là, c'est effectivement un jeu à somme négative très probablement. Mais le gros de la discussion sera sur le progrès technique. Bon, évidemment, il faut tenir compte dans notre exercice de deux contraintes majeures. Une contrainte, je n'y reviendrai pas, dans la discussion on peut revenir, parce qu'évidemment, c'est la question du financement public, on l'a dit, l'État sera un acteur majeur de cette mutation, sauf qu'il a des ressources et des moyens extrêmement limités et contraints aujourd'hui.
Et puis ce sont tous les problèmes de friction et d'adaptation du marché du travail, c'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, dans un contexte de vieillissement, de rareté des compétences, est-ce que l'on est capable d'accompagner ce mouvement et de mettre en place les compétences qui favorisent cette mutation? Donc tout ça a été réalisé à la base, là aussi, hein, je passe très vite parce que pour ceux que ça intéresse, on pourra se donner plus d'éléments d'information. Nous avons utilisé pour ça un très gros modèle macro-sectoriel, donc qui a des secteurs et qui a surtout comme propriété de penser, de réfléchir à la productivité, d'être capable de la modéliser. Tous les modèles, la plupart des modèles raisonnent à productivité constante. Nous, ce que l'on voulait, c'est que la recherche et développement transforme le potentiel de croissance des secteurs. Donc nous avons choisi le modèle adéquat. Les avantages de ce type de modèle, c'est que la prise en compte du progrès technique est bien là. En revanche, oui, et puis ce que nous permet un modèle surtout, c'est de tenir compte de toutes les dépendances intersectorielles. C'est-à-dire, lorsque vous tirez un secteur, il va en tirer plein derrière. Et si vous n'avez pas quelques matrices et quelques outils formalisés pour vous dire de quelle manière ça tire et quelles sont les interdépendances, ben, en gros, vous risquez de dire beaucoup de bêtises. Donc derrière une filière, enfin derrière un produit, il y a toute une filière, et ça, on l'a pas en tête. Hein, donc parfois on a des effets paradoxaux et on découvre parfois que l'économie verte, c'est parfois une économie qui est favorable par exemple au métal, à la métallurgie, etc. Tout n'est pas aussi simple et intuitif. Les limites, bien sûr, c'est que nous raisonnons à un comportement constant, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire adopter aux entreprises, aux ménages, les comportements moyens qu'ils ont eus. Alors c'est un énorme défaut de la modélisation, mais j'allais dire dans un monde complètement incertain, où on ne sait pas ce qu'est la croissance verte, c'est déjà pas mal de se dire, tiens, si les gens se comportaient comme ils se sont comportés en moyenne par le passé, qu'on leur balance toutes ces contraintes sur la tête, est-ce qu'au fond, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est capable de fabriquer de la croissance verte avec des comportements moyens? Donc c'est à la fois la faiblesse, mais je retournerai assez facilement l'argument en disant, après tout, puisqu'on ne sait pas grand-chose sur la croissance verte, après tout, ces éléments, ces outils rustiques, et avec toutes leurs limites, nous apportent quand même des informations. Ce qu'ils ne voient pas non plus, et ça c'est un énorme problème aussi, c'est tous les problèmes de polarisation géographique. Aujourd'hui, on voit en Europe, hein, l'industrie a tendance à se concentrer, il y a une dimension régionale extrêmement forte qui échappe à notre modélisation. C'est-à-dire que quand vous avez des bassins de technologie qui se créent, ils attirent toujours plus à eux. C'est ce qu'on appelle, c'est ce à quoi s'intéressent les spécialistes de l'économie géographique. Là, pour dire la vérité, c'est que notre modèle est très sensible aux signaux de prix, aux taxes. Il sait formaliser, il sait tenir compte de ça. En revanche, l'économie géographique, la distance, la proximité des marchés, il n'a pas été conçu pour. Bon, là, je passe rapidement sur ce schéma. Je vais y passer. Non, parce que c'est quelque chose d'assez évident. Je l'ai déjà dit, hein, ce sont des chocs positifs et négatifs. Il y aura de l'innovation, il y aura des secteurs qui vont péricliter avec des destructions d'emplois. Il y aura aussi de l'action publique qui peut réamorcer d'autres activités. Il y aura certainement des changements de préférence d'agents. Donc voilà, enfin, cette petite maquette très simple, en tout cas, est une manière de visualiser, vous pourrez la regarder plus tranquillement plus tard, est une manière de visualiser le fait que dans cette économie, dans cette projection longue, il y a des choses contradictoires qui jouent sur l'économie. Donc trois scénarios. Donc nous avons voulu bâtir, je l'ai dit, des scénarios. Les scénarios, et je le répète, c'est bien quand ça réduit l'incertitude. Il ne s'agit pas de construire des scénarios, ça va mal, ça va bien, ou ça va entre les deux. Même si ça y ressemble. On ne s'est pas beaucoup éloigné quand même. Mais donc là, nous allons, ce que je vais essayer de faire là dans les minutes qui viennent, c'est de vous dire en tout cas les principaux éléments de contrainte ou d'environnement économique que nous avons modulés et dont nous avons tenu compte. Vous verrez, nous avons tenu compte de certaines choses et puis il y a des choses évidentes que nous n'avons pas modélisées, que nous ne savons pas modéliser, ou une actualité récente. Voilà, vous n'aurez pas par exemple la crise espagnole dans notre scénario, même si on peut la retrouver indirectement dans certaines variables. Alors, la première chose, évidemment, quand on réfléchit à 30 ans, il faut avoir en tête que ce que les Européens n'ont pas suffisamment en tête, c'est que le monde a vécu la période de croissance la plus forte de l'après-guerre ces 10 dernières années. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas inscrit
dans la tête d'un Européen ou d'un Américain, mais une croissance mondiale durant 10 ans qui tourne autour de 4 ou 5% régulièrement, c'est quelque chose qui est totalement en dehors des continuités. Donc on sort d'une période totalement atypique, avec une explosion de régions entières du monde qui étaient endormies depuis des décennies, dont on n'avait jamais su, des régions sur lesquelles on n'avait jamais su enclencher une véritable dynamique de croissance, et c'est vraiment ce qui a basculé au cours des dernières années. Donc la vérité, c'est que nous vivons dans un environnement, un contexte de croissance relativement exceptionnel et de commerce mondial relativement exceptionnel. Évidemment, ça ne recouvre pas la réalité européenne stricto sensu. Donc on voit bien que c'est un jeu aussi où les parts de marché se redistribuent. Il y a des gagnants et des perdants, et l'Europe n'a pas été forcément gagnante de cette redistribution de la croissance mondiale. Mais néanmoins, euh, dans son austérité et son incapacité à générer de la croissance, l'Europe, en tout cas à trouver les moteurs en elle-même, elle a bénéficié quand même de quelque chose qui l'a peut-être sauvée, compte tenu de son incapacité à produire d'elle-même de la croissance. Donc quand on prolonge à 30 ans, il faut nécessairement envisager l'idée que ces pays émergents, les BRICS comme on dit, très probablement, parce que ça aussi c'est ce que nous enseigne l'histoire longue, vivront des soubresauts. C'est-à-dire qu'il est très peu probable que la Chine continue à 7-8% de croissance annuelle. Il est très peu probable qu'il n'y ait pas des crises de transition, on le voit très bien avec leur modèle social aujourd'hui. Il est très peu probable qu'il n'y ait pas des problèmes autour de la transition démographique. Enfin, lorsqu'on regarde l'ensemble des facteurs qui, historiquement, ont déclenché des soubresauts dans les économies qui ont rattrapé par le passé, on se dit qu'on n'est certainement pas face à un mouvement régulier, continu, et donc très probablement, il faut aussi, lorsqu'on envisage des scénarios, imaginer que la croissance peut être moindre. Donc ce que nous avons fait ici, c'est envisager un très net ralentissement des pays émergents, qui en fait enclenche une baisse de presque un point de la croissance mondiale, donc qui aujourd'hui tourne autour de 4% en moyenne, hein, donc il faut envisager que peut-être on reviendra plutôt autour de 3% de croissance mondiale. Euh, un choc de ce type, il atteint la production nationale assez fortement, donc la France elle est quand même dans un bain européen, donc, et avec 60-70% de ses exportations dans le monde développé. Donc, ce que l'on obtient au bout de 20 ans, c'est quand même une perte de 4% de croissance par rapport à ce que. Donc, c'est à la fois beaucoup, ça veut dire, enfin, il faut imaginer que ça nous fait à peu près 0,1-0,2 points de croissance en moins chaque année. Et au total, par rapport à une trajectoire, ça nous fait arriver 4% plus bas. C'est significatif, mais c'est même le choc le plus significatif que l'on peut vivre. Mais voilà, quelque part, ça n'est pas la fin. La fin de la croissance ou le ralentissement de la croissance des pays émergents ne signifie pas le blocage total ou la panne de croissance. Nous avons quand même aussi nos moteurs endogènes de croissance. Mais un choc de ce type, il est extrêmement diffusant. Ce qu'on en a constaté, compte tenu, on a quand même un modèle qui est, avec toutes les spécialités, qui est ouvert sur l'extérieur, qui tient compte de la diversité des marchés, c'est que ce n'est pas un choc qui va atteindre l'industrie exclusivement, il diffuse très vite à la construction, et l'administration, parce que la contrainte budgétaire est telle aujourd'hui que très vite on se retrouve avec une contrainte budgétaire serrée, ce qui fait qu'en fait on a été frappé de voir que c'était un choc très homothétique, c'est-à-dire si demain les pays émergents ralentissent, c'est pas simplement notre industrie, c'est un peu tout qui ralentit. La deuxième chose donc qui nous paraît un gros élément d'incertitude sur la croissance, c'est tout ce qui tourne autour des taux d'intérêt. Là aussi, on nous parle de crise de financement, de crise bancaire, sauf que dans ce contexte-là, nous vivons des niveaux de taux d'intérêt historiquement faibles. Se financer aujourd'hui à 2-3% à long terme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les régularités historiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, comme vous avez des pays qui sont en perdition du point de vue de la solvabilité, vous avez un report des capitaux sur les pays les plus fiables, et même les pays légèrement dégradés comme les États-Unis ou la France restent des valeurs refuges. Donc lorsque l'État français émet aujourd'hui des obligations d'État, il se finance à des taux incroyablement faibles, en dessous de 3%. Donc en fait à presque 1% en réel, donc ce qui c'est très rarement vu dans l'histoire longue. Donc à la fois nous avons beaucoup de dettes, mais en fait la charge de la dette n'a pratiquement pas augmenté depuis le début de la crise. C'est-à-dire que donc là on vit et on sent bien qu'il y a un petit peu une poudrière là-dedans, un truc qui peut nous exploser à la figure. C'est-à-dire que nous avons la dette et nous avons un service de la dette qui reste très contenu. Mais demain, si les conditions de financement se modifient, on peut avoir un choc de taux d'intérêt qui peut tous nous affecter. Ça peut affecter l'État, bien sûr, mais bon, les consommateurs, bien entendu, à travers l'accès au crédit hypothécaire, etc. Ou les détenteurs d'un bien immobilier, demain, ceux qui pensent que leur bien vaut
assez cher. Demain, si les taux d'intérêt doublent, eh ben, leur bien vaudra certainement beaucoup moins cher. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent changer dans l'environnement économique. Donc ça, il faut l'envisager. Ça fait partie des chocs très probables à long terme. Et là aussi, c'est un choc assez significatif sur la croissance. Donc à peu près de même ampleur à long terme. C'est en revanche un choc qui est beaucoup plus spécifique du point de vue de la spécialisation de l'économie, c'est-à-dire que ça impacte très fortement tout ce qui concerne la construction et les industries lourdes, celles qui sont très capitalistiques. Donc là, en fait, bon, les secteurs de services, les secteurs administrés sont moins dans. Alors, non, parmi les services, les plus impactés sont les services administrés. Parce que eux relèvent complètement de la contrainte publique et du budget public. Et donc, évidemment, demain, si vous avez une hausse de taux d'intérêt en France, 2 points, vous avez 100% de dette publique, à peu près 90%. Donc à chaque fois, ça vous fait un prélèvement de 1 point de taux d'intérêt, c'est 1 point de PIB qui est prélevé. Donc c'est un choc significatif et ça demande à l'État d'économiser 1% de ses dépenses publiques par rapport au PIB, ce qui n'arrive pas à faire déjà sur plusieurs années. Donc vous imaginez ce que... Bon, c'est un choc très, très lourd. Euh, Autre incertitude, c'est le taux de change. Là aussi, à long terme, la situation de départ. Donc, ce qu'on essaie de faire toujours dans ces exercices, c'est de se dire on n'est pas en situation d'équilibre au démarrage. Donc, il y a des déséquilibres et très probablement on va se normaliser. Donc, là aussi, notre taux de change, l'euro fort, c'est pas quelque chose qui est inscrit, qui paraît quelque chose qu'on peut facilement prolonger. Voilà, et on voit déjà, l'histoire nous a rattrapés, c'est que l'euro, il décroche beaucoup, mais bon, c'est pas la première fois d'ailleurs. Mais même en décrochant, il reste au-dessus de ce qu'on appelle une parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la valeur de l'euro qui permettrait d'avoir des biens manufacturés qui sont à peu près au prix de ce qui se vend à l'étranger serait plutôt de 1,10. Donc on est toujours autour de 1,20, 1,25 dans une crise grave. Alors imaginez demain, il suffit que quelque part l'Europe arrive à colmater tout ça, on va repartir sur 1,40. Donc ça, c'est ce qui a toujours étouffé la croissance et les exportations européennes depuis des années. Tous les chefs d'entreprise vous le diront, leur gros problème à l'exportation, c'est la valeur du change. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Ce que l'on constate, c'est que si cette surévaluation du change à 1,40 se maintient sur longue période, eh bien, ça a un impact dépressif lourd, au moins sur les 10 ans qui viennent. Alors après, ça a un effet paradoxal, c'est-à-dire qu'après, vous avez un effet de sélection. Il va se passer ce qui se passe un peu en Allemagne. Dans les pays qui s'acclimatent à des taux de change très élevés, il arrive un moment où vous ne sélectionnez que les secteurs les plus productifs. Au début, c'est très négatif sur la croissance, et puis il arrive un moment où vous vous resserrez sur le noyau dur des secteurs les plus robustes, les plus productifs, etc. Bon, et votre économie, effectivement, à long terme, peut renouer avec de la croissance. Sauf que, ça, j'allais dire, c'est un modèle historique allemand. Ce qui peut se produire aussi quand vous avez une crise de croissance pendant 10 ou 15 ans, c'est que vous allez sacrifier la R&D. Et donc, j'allais dire, ce que nous dit le modèle, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, finalement, c'est peut-être neutre. Le plus probable, et ça, on aurait pu le rentrer, mais quand vous avez une crise de croissance qui dure 10 ans, ce qui risque d'arriver aussi, c'est que vous sacrifiez l'investissement dans les facteurs de long terme. Donc, en fait, nous, ce qu'on retient, c'est quand même le taux de change risque d'être assez handicapant. Donc, parmi les incertitudes microéconomiques, euh, ce qu'il faut retenir, enfin ce que nous avons retenu, c'est pas ce qu'il faut, c'est que nous avons réussi à retenir dans notre exercice, c'est toutes les incertitudes autour de la transition verte. Donc on voit bien là, il y a deux scénarios très, très, très polarisés. Et finalement, ça se ramène à des idées assez simples. Le mystère de la croissance verte, c'est finalement très lié à la contrainte de financement à nos yeux. Parce que la croissance verte, elle ne se fera qu'avec, et c'est souvent ce qu'on occulte, qu'avec des investissements et des investissements publics, des dépenses socialisées extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'il y a tous des enjeux de réseau, de connectivité, d'aménagement du territoire qui sont extrêmement prégnants. Donc si la contrainte de financement est forte, il est très peu probable que nous engagions. Il est très peu probable au niveau des ménages eux-mêmes qu'ils soient en mesure de financer les transformations de leur environnement. On sait qu'en France, par exemple, le principal facteur d'émission, ça reste le logement, ça reste l'habitat. Donc il y a toute une série d'investissements qui sont à la charge, qui peuvent être en partie socialisés, mais qui restent quand même à la charge des ménages. Et là, on voit bien que si la contrainte financière demeure et perdure, il est très très difficile de s'engager dans véritablement une problématique de croissance verte. Et très, très vite, on rebascule, au lieu d'être dans une économie de la qualité, on bascule sur une économie du low cost. Et donc le même ménage qui serait prêt à enclencher, à se lancer dans des transformations, peut plutôt avoir des stratégies myopes. Euh,
donc ça, c'est vraiment un point d'incertitude et le contexte financier joue un très très grand rôle dans tout ça. L'autre facteur d'incertitude et de questionnement dans cet exercice, c'est tout ce qui touche à la productivité dans les services. Nous avons deux modèles aujourd'hui, ils sont très présents dans tous ceux qui imaginent les secteurs demain. Cécile vous en reparlera. C'est toute la question, est-ce que nous sommes capables de faire de la productivité dans les services? Et ça va complètement dépendre du type de service que nous développons. Soit nous sommes capables de développer des services qui sont dans le prolongement de l'industrie et qui sont de la valeur ajoutée, de la création de valeur autour d'un produit. Et dans ce cas-là, ce sont des services complexes, des services sur lesquels vous pouvez faire de l'organisation, vous pouvez faire organiser des filières, vous pouvez aussi organiser de la sous-traitance, etc. Et dans ce cas-là, vous avez véritablement des services qui contiennent de la productivité, des gains en organisation. Et dans ce cas-là, vous avez des vrais moteurs de croissance. Soit vous êtes vraiment dans une économie qui s'enferme dans une contrainte budgétaire et financière lourde des individus, des privés, des ménages et des entreprises. Et dans ce cas-là, vous allez voir plutôt pousser des Lidl autour de vous. Et plutôt, voilà, l'arbitrage se fera autour du pouvoir d'achat. Et c'est ce qui sera prégnant dans l'arbitrage des agents privés. Et dans ce cas-là, laissez tomber tout un modèle d'amélioration, de dynamique vers la qualité ou la forte valeur ajoutée. Et toujours pareil, derrière tout ça, quand on réfléchit à la croissance à long terme, la clé sera le rythme de l'innovation technologique. Donc il y a une partie qui est entre nos mains, c'est-à-dire il y a toute une série de gisements d'innovation inexploités, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une crise technologique aujourd'hui. Il y a des moments où ça s'essouffle, la technologie, mais là, il y a des potentiels dans tous les secteurs. Quand vous parlez avec les spécialistes de secteur, ils vous diront que si on utilise beaucoup mieux les réseaux, la connexion entre les domaines de savoir, il y a énormément de potentiel de production, d'organisation à gagner. Et donc ça, c'est important. Et puis, évidemment, il se peut, et ça on ne peut pas le prévoir, qu'il y ait des innovations radicales, et en particulier dans le domaine de l'environnement, qui nous permettent de basculer vers des modèles beaucoup moins perturbants pour l'environnement. Et dans ce cas-là, effectivement, ça résout énormément de choses. Par rapport à l'ampleur de ces incertitudes qu'on a essayé de modéliser dans cet exercice de prospective, on a établi trois scénarios qui reprennent en fait ces incertitudes et qui agrègent les variantes qu'on vient de vous présenter et qui font trois scénarios qui sont trois scénarios probables. Il n'y a pas un scénario plus probable que l'autre. Donc selon la conjoncture, vous direz on est plutôt dans celui-là ou on est plutôt dans celui-là. Mais effectivement, ils nous paraissent tous assez plausibles avec des divergences en termes de points de croissance qui ne sont pas extraordinaires, mais qui en termes sectoriels ont des impacts relativement importants. Et la variance sectorielle elle-même de ces impacts est une leçon par elle-même. Le premier scénario, qui était un peu notre constat central, on l'a appelé le scénario contraint, et certaines de ces hypothèses sont présentes dans les trois scénarios. Les hypothèses sur le prix des ressources naturelles, dont on vous a déjà parlé, sont présentes dans les trois scénarios, parce que là, on n'avait pas d'ambition de savoir dans quelle fourchette les prix des biens alimentaires, des métaux ou du pétrole allaient varier. Donc on a pris des hypothèses qui sont une hausse tendancielle qui est évidemment variable selon les cas, mais qui en tout cas une hausse par rapport aux 20 dernières années. C'est ça qu'il faut noter, et ça tous les experts sont à peu près d'accord sur le fait que par le passé, nous avons eu des biens énergétiques, des métaux et des biens alimentaires qui ont été en termes réels, corrigés de l'inflation, à bas coût. Donc ça, c'est quelque chose qui de toute façon ne se reproduira pas. On en est certain. De la même manière, la question de l'ajustement budgétaire, quelle que soit son ampleur, quelle que soit la tête des compromis que nous trouverons en Europe, cet ajustement budgétaire, il va falloir qu'on le fasse, et quel que soit également la teneur, le contenu et le niveau de la croissance. Donc cet ajustement budgétaire que par hypothèse on a mis au plus tard en 2015, mais qui de fait se trouve dans les scénarios plutôt vers 2017, à 3% du PIB, on l'a maintenu dans les trois scénarios, encore une fois, étant entendu qu'on ne fait pas de scénario de rupture, parce qu'un modèle, c'est pas capable de vous dire autre chose que des régularités, puisqu'il faut qu'il ait observé quelque chose pour essayer de les prolonger. Donc ça c'est
c'est maintenu partout. Donc on a dans le scénario contraint des hypothèses médianes dans un contexte incertain. Ce qui est intéressant, c'est les deux autres scénarios. On a un scénario cible, qu'on a appelé cible, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qui est un scénario volontariste, où là, on a à la fois des dépenses de R&D, qui sont en augmentation progressive, mais ce n'est pas que de l'innovation technologique, ce n'est pas que du progrès technique qui avantage nécessairement toujours les industries qui sont les plus intensives en R&D, mais c'est un choc de productivité aussi dans les services. Alors c'est de l'innovation par la qualité, par l'organisation, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien identifier toujours, et surtout pas très bien mesurer la plupart du temps, y compris en termes de productivité, mais c'était extrêmement important pour nous que dans un scénario cible, parce que la technologie c'est très bien, mais dans le contexte actuel et d'une économie de l'usage sur laquelle je reviendrai, si vous faites que de l'innovation dans l'industrie qui en plus est sur un périmètre qui aujourd'hui s'est beaucoup restreint du fait de l'externalisation, donc sur vraiment un cœur de métier qui est très petit, vous n'avez pas des effets d'entraînement qui sont monstrueux, et vous n'avez pas non plus une mutation économique qui est extrêmement forte. Alors dans ce scénario également, ce qui était intéressant, et on y tenait beaucoup, c'est qu'on a fait une modification des préférences des ménages qui est plus importante que ne le voudrait le jeu des prix relatifs. Donc effectivement, si les biens polluants augmentent, en théorie, vous en consommez moins. On a fait quelque chose qui allait un peu plus loin que ça, sachant que les exercices de prospective en général se trompent toujours sur la consommation, anticipent mal les changements de comportement, et puis de toute façon les modèles sont des modèles qui bougent surtout avec des prix, et ça intègre peu les normes. Donc c'est à la fois une norme implicite, une norme morale qu'on pourrait avoir, des préférences qui sont de vraies préférences individuelles, et puis quelque chose qui serait de l'ordre de la puissance publique et de la normalisation qu'on a un peu intégré là-dedans, avec quelque chose qui est plus en défaveur des biens polluants et aussi beaucoup plus en faveur des dépenses de bien-être, mais aussi d'éducation, de santé que nous avons tous. Et puis, parce qu'on ne voulait pas que l'innovation et la R&D tombent du ciel, comme c'est souvent le cas dans les modélisations, et puis parce que c'était aussi un signal fort, on a mis en place une incitation fiscale, une taxe carbone. Alors ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un prélèvement obligatoire, mais en tenant compte du fait qu'il fallait qu'on ait quelque chose d'autre que du redéploiement pour pouvoir avoir un levier de croissance future. Et donc on a fait une taxe carbone qui est redistribuée intégralement aux ménages et qui est redistribuée aux entreprises par le biais d'un crédit d'impôt recherche qui finance le surcroît de R&D. Et puis, on a un scénario de crise qui agrège les trois variantes macro qui sont les plus dangereuses, avec une hausse du taux d'intérêt réel, une surévaluation maintenue de l'euro et une croissance mondiale en décélération. Donc ça vous fait des résultats qui, vous le voyez sur ce tableau, ne sont pas extrêmement différents selon les scénarios en termes de croissance du PIB. Par exemple, on n'est pas sur l'horizon de la projection qui est 2030, on n'est pas à des écarts types extrêmement vastes, ni même en termes de création d'emplois. En revanche, en termes de chômage, évidemment, le scénario de crise est le plus difficile, étant entendu que la France se singularise dans le concert européen, et en tout cas par rapport à son voisin allemand, avec une croissance maintenue de la population active au moins jusqu'en 2020. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui joue positivement, mais aussi négativement sur le taux de chômage. Et donc, évidemment, le scénario cible est celui qui est le plus créateur d'emplois et avec des résultats en termes de taux de chômage les plus optimistes. En revanche, ce qui est intéressant dans ces scénarios, c'est le cheminement de la croissance, puisque vous avez dans un scénario contraint un rebond de productivité, on va dire, et un rebond qu'on voit là sur la période 2010-2020, et puis vous avez un petit essoufflement.
Alors que dans le scénario cible, c'est le cheminement inverse que nous avons voulu un peu modéliser, où dans un premier temps, on a d'abord l'effet de la crise, de l'ajustement budgétaire, etc. Mais après, on continue à faire des investissements et on a un rebond qui est plus tardif, mais qui est plus soutenable et plus durable surtout. Ensuite, on a ces résultats globaux, donc, qui, vous voyez, ne sont pas très éloignés en termes de croissance du PIB et de volume d'emploi. En revanche, au niveau sectoriel, on va avoir des différences qui peuvent être assez notables selon les scénarios, même si la hiérarchie des secteurs n'est pas modifiée en rouge. Comme ça, c'est le scénario de crise. Le scénario contraint, qui est le scénario médian, un peu, c'est en bleu, et le scénario cible est en grisé. Donc vous voyez que selon les secteurs, on peut avoir des différences assez notables ici ou là. Alors évidemment, là, c'est en nombre d'emplois, donc ça c'est pas en pourcentage d'évolution, hein, parce que selon les représentations, ça peut être plus ou moins clair. Alors, qu'est-ce que ce tableau que je vais vous commenter nous dit et quels sont les gisements de secteurs dans l'avenir? Bon, d'abord, on voit tout de suite, l'avenir n'est pas dans l'industrie, merci, vous le saviez. Mais c'est néanmoins, et elle est plutôt dans les services. Donc mais dans des services qui vont pouvoir être relativement différenciés. Dans des services qui vont être à plus haute valeur ajoutée que par le passé. Parce que la grande incertitude de l'avenir et la grande incertitude de notre productivité, puisqu'aujourd'hui on est très inquiet dessus, c'est est-ce que les services vont pouvoir être productifs demain? Donc, est-ce qu'on peut avoir demain des services qui s'industrialisent? Et on voit déjà aujourd'hui que vous avez des différences de productivité très grandes entre l'hôtellerie-restauration, pour parler d'elle, et puis des services de R&D par exemple. Hein, on voit bien, vraiment, ou entre la finance et la distribution par exemple. Hein, donc on peut... et tout l'enjeu de l'avenir, c'est de brancher de manière différente l'industrie et les services. Non pas seulement comme par le passé, par le biais de l'externalisation, hein, mais plutôt tiré par les services qui vont associer des biens avec des services à plus haute valeur ajoutée. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'économie servicielle, l'économie de l'usage, l'économie quaternaire, qui est une économie des services très organisés avec des choses comme ça, hein, pour distribuer les produits, avec une très grande organisation et la réponse à la satisfaction d'un besoin global de mobilité, d'aménagement de son appartement etc. Et pas seulement de l'achat d'un bien. À cette demande qui est de très long terme, hein, si on prend les tendances de consommation en France, hein, puisque c'est pas tout à fait nouveau la préférence des consommateurs pour les services, ni la préférence des consommateurs pour des prestations qui soient quasiment individualisées, hein, mais ça demande beaucoup d'organisation pour les services et ça demande aussi beaucoup d'argent pour les consommateurs. Et à cela s'ajoute une contrainte environnementale qui va être favorable à ça, où effectivement aujourd'hui, dans le contexte environnemental très contraint et d'une certaine technologie aussi, hein, qui elle-même est contrainte, en particulier dans les transports, on va avoir la possibilité et on va favoriser, la puissance publique va favoriser la location d'un bien plutôt que son achat à travers des choses comme l'autolib, où vous allez avoir à la fois une technologie de pointe, qui est le moteur électrique, mais dont le business model ne serait pas rentable si vous n'aviez pas cette location à l'heure, hein, qui elle-même est plus coûteuse que si vous louez à la journée. Hein, si vous prenez une voiture
à moteur thermique pour la journée, ça vous coûte moins cher que si vous faites 1 heure plus 1 heure plus 1 heure plus 1 heure. Donc c'est des modèles économiques qui sont très communs dans les télécommunications aujourd'hui et qui sont en train de se diffuser, on le voit, dans des segments. Alors, je vous ai parlé d'Autolib, mais on peut le voir, on l'a vu émerger chez Leroy Merlin, on le voit émerger dans des segments qui sont assez de grande distribution, justement, hein, qui sont pas, on le voyait, on l'a vu depuis très très longtemps chez Rank Xerox ou dans l'imagerie médicale où on vous loue un petit objet qui est plein de technologies et où on vous actualise la technologie au fur et à mesure de son avancée, et donc vous louez quelque chose qui est toujours up-to-date, mais effectivement la location est plus chère que si vous aviez acheté un bien mais qui aurait été obsolète au bout de 3 ans au mieux. Mais on n'avait pas vu ça dans des secteurs de beaucoup plus grande distribution et dans des services donc, qui peuvent être des gisements de croissance, mais aussi des vecteurs d'emploi, parce que je rappelle que la distribution, ça concerne beaucoup d'emplois en France. Alors, cette économie-là, cette nouvelle économie-là, elle n'est pas a priori favorable à l'industrie, et pourtant, même si ça ne se voit pas sur ce graphique, par rapport aux tendances passées, la désindustrialisation est moins forte, hein, parce qu'on a eu dans le passé un recul de l'emploi industriel qui a été considérable, et si on avait prolongé les tendances de l'emploi industriel passé, l'industrie aurait disparu, hein, si vous faisiez quelque chose de complètement prolongé comme ça, vous faites disparaître l'industrie, donc c'est pas probable. Et puis on a considéré qu'on avait aussi une désindustrialisation dont une partie, et ça a été argumenté, comptabilisé, une partie de cette désindustrialisation, elle est liée à l'externalisation d'un certain nombre de choses qui avant étaient dans les entreprises. Alors ça a commencé par la restauration, etc., mais ça va jusque à la R&D aujourd'hui. Donc on a recentré sur le cœur de métier, et on a vu dans les années qui ont précédé la crise que ce mouvement d'externalisation, il atteignait un seuil. Donc on voit bien que une fois qu'on a atteint le cœur de métier, on atteint l'os. Et puis une fois qu'on a automatisé beaucoup, on ne peut pas non plus faire des progrès monumentaux, et que donc on est quand même à un seuil, et donc indépendamment des parts de marché et qui sont symbolisées par les variations des scénarios, on a quelque chose qui est quand même moins fort que par le passé. Et évidemment, dans un scénario cible, l'industrie s'en sort mieux. Et dans un scénario de crise, l'industrie est très impactée dans ses marchés pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Ce qui est aussi important de noter, même si ce n'est pas nouveau, c'est que tout ce qui est à fort contenu cognitif, que ce soit dans les services ou dans l'industrie, ce sont des secteurs porteurs. Enfin, on va avoir une capacité de renouvellement des secteurs par le vert, qui ne se traduit pas nécessairement sur les écoactivités. Donc Olivier l'a dit tout à l'heure, les écoactivités ou la croissance verte, c'est dépendant de la croissance. C'est pas un levier mais un résultat. Mais surtout, on va avoir dans le verdissement, et on ne le voit pas, c'est jamais vert hein, dans ce que je vous présente, mais on va avoir plus d'activités verdies que d'activités vertes stricto sensu. Donc évidemment, ce qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est le secteur de la construction, mais on en aura d'autres. Donc dans cette pluralité de secteurs destructeurs et créateurs d'emplois, nous on a essayé de faire un peu des catégories, parce que donc les secteurs qui sont les plus fortement créateurs d'emplois, ce sont d'abord les services aux entreprises, qui sont des services à haute valeur ajoutée, encore une fois. Donc
il bénéficie à la fois de potentiel d'organisation et d'optimisation de la chaîne de valeur dans les services, et, et à la fois d'une demande qui émane non plus seulement de l'industrie, mais des services eux-mêmes. Alors, dans ces services aux entreprises où il y a les services opérationnels, le conseil et assistance, mais aussi la R&D, vous avez les services support qui sont les services opérationnels. Alors, il faut bien noter que dans les services opérationnels, il y a une grande part qui recouvre l'intérim. Donc, cet intérim devrait être réparti dans les autres secteurs, mais on n'a pas la possibilité de le faire parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire quelle aurait été la part de l'intérim dans le futur. Parce qu'on aurait pu prendre aujourd'hui, mais à 20 ans, juste, c'est pas possible. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, ça biaise un peu les résultats. Le deuxième grand groupe de services qui est très fortement créateur d'emplois, c'est ce que nous on a appelé les services d'utilité collective ou liés à la personne. Ce sont les services personnels et domestiques, les activités récréatives et culturelles, l'éducation et la santé. Alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est des services qui ont des ressorts structurels liés à la démographie, au vieillissement de la population, à la biactivité des couples, à la préférence marquée des ménages pour l'éducation, etc., etc. Bon. Mais ce qui est très différent du passé, c'est que ordinairement, parce que ce sont des services qui en France tout au moins sont extrêmement socialisés, y compris les services à la personne qui ne sont que les services privés, hein, qui bénéficient de déductions fiscales, voire je ne sais même pas si les nounous, qui ne sont pas les nounous à domicile, mais elles ne sont pas répertoriées là-dedans non plus, j'ai déjà oublié. Enfin, et du coup, ces services-là, ils vont être dans l'avenir plus impactés que par le passé, par la modification de la croissance, essentiellement du fait de la contrainte sur le budget de l'État. Et là, on le voit relativement fortement, même si ça peut vous paraître faible, où on a dans la crise un retrait de ces services, alors qu'en 2008, ce sont des secteurs, les secteurs dont je vous ai parlé, jusque dernier trimestre 2011, ce sont des secteurs qui ont continué à créer de l'emploi dans la crise. Hein. Donc il faut bien voir. Donc, et là, on a commencé à voir que fin 2011, on commence à avoir un petit impact sur l'emploi. Donc ce sera des services qui seront moins contracycliques que par le passé. Ensuite, les derniers groupes de services qui sont très créateurs d'emplois, ce sont ce qu'on a appelé, nous, les activités d'intermédiation. Alors, on a les transports, qui sont en fait la logistique, hein, c'est des services de transport, c'est pas la fabrication des équipements de transport. Vous avez la distribution, la finance, et puis vous avez ce qu'on appelle les industries de réseau, qui, elles, détruisent des emplois, les télécoms et l'eau, gaz, électricité, qui sont des entreprises qui sont avec des très très forts gains de productivité, donc qui ont des hausses de valeur ajoutée, mais qui vont avoir, parce qu'il y a des coûts d'entretien de réseau, parce qu'il y a des forts gains de productivité, qui vont avoir des impacts négatifs sur l'emploi. Enfin, le secteur de l'industrie, où ce qu'il est important de noter également, c'est que dans ces secteurs industriels qui sont globalement destructeurs d'emplois, hein, vous avez des industries qui s'en sortent mieux et qui sont même créatrices d'emplois et qui font partie de nos champions à l'exportation. Hein. Donc je parle de la pharmacie, de l'édition, alors ça c'est, et de l'agroalimentaire, qui soit se distinguent par l'innovation technologique, elles ont un avantage produit,
soit elles se distinguent par la qualité. Et puis, dans les autres secteurs industriels, ceux qui ont la plus grande capacité de renouvellement, et on le voit sur la chimie, ce sont celles qui effectivement ont une forte dose d'innovation. En même temps, ce qu'on ne voit pas dans un schéma comme ça et dans une projection qui, à beau être sectorielle, elle vous fait un peu d'intersectoriel en vous faisant de l'emploi indirect, en disant ben oui, si je suis dans la distribution, ben, il faut quand même que je construise des magasins, donc je vais faire appel au bâtiment et ça va faire de la demande pour le bâtiment. Mais ça ne vous dit pas les transformations que vous allez avoir à l'intérieur même des secteurs. Et par exemple, l'automobile reste destructrice d'emplois, mais dans cette nomenclature-là, c'est les constructeurs automobiles. Donc ça ne vous dit rien de la capacité de renouvellement du secteur automobile en faisant des services de mobilité. Hein. On le voit, donc Renault a plutôt misé sur le moteur électrique, Peugeot est déjà sur l'autopartage. Enfin, on a vraiment déjà des stratégies industrielles qui sont dans la reconversion, mais ça, c'est du service. C'est pas dans l'industrie dure telle qu'elle est répertoriée ici. Et d'une manière générale, les industries, comme l'ensemble de l'économie, vont être impactées par cette tendance au service. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme dans les télécoms, où on est passé du hard au soft, hein, du back-office au front-office, où la disposition à répondre aux attentes des clients est devenue plus importante que la technologie elle-même. Ce qui fait la valeur ajoutée d'Apple aujourd'hui, peut-être que c'est la capacité de ses smartphones, mais c'est quand même sa capacité de marketing à vendre un truc ahurissant et à dire que c'est toujours à la pointe du progrès et à vous donner en un seul volume plein de services qui sont accessibles immédiatement. Donc cette démarche-là, elle va irriguer un peu tous les secteurs de l'économie et sans doute toutes les industries. Donc c'est très important en termes de compétences, on le reverra. Et puis, il y a un secteur qui est très intéressant à regarder, qui est celui de la distribution, parce qu'il illustre un peu cette mutation, soit on la fait, soit on ne la fait pas. Et donc, sur ce graphique, on voit très très bien que dans un scénario de crise, la distribution crée plus d'emplois que dans un scénario cible ou dans un scénario contraint qui est un scénario médian. Alors pourquoi la distribution, elle est portée effectivement par la tertiarisation de l'économie, il n'y a pas de souci, mais en même temps, dans un scénario qui est le scénario cible, la distribution, elle se positionne, comme je vous l'ai dit, dans cette économie servicielle, dans quelque chose de plus grande qualité, mais ce qui veut dire qu'effectivement, vous avez des emplois de plus grande qualité, mais en moins grand nombre. Ou on est dans le scénario de crise, qui est un scénario où vous avez un pouvoir d'achat de l'euro qui est extrêmement important, enfin relativement, et donc vous achetez grosso modo facilement dans le reste de la planète des biens à bas coût que vous revendez, mais vous n'avez pas besoin d'un grand service pour ça, parce que de toute façon, vos consommateurs, ils ne sont pas prêts à en payer le prix non plus, puisqu'ils n'en ont pas exactement les moyens. Donc vous avez dans ces deux scénarios, un scénario qui est relativement créateur d'emplois, mais qui dans le scénario de crise est quelque chose où l'emploi industriel se déverse vers les services et qui est un peu illustré par ce secteur-là. Et dans l'autre cas, quelque chose qui va vers une plus grande qualité et qui du coup fait des gains de productivité et qui du coup fait pas le même volume d'emploi, mais c'est un emploi moins précaire et c'est un emploi plus qualifié. Je voudrais quand même peut-être très brièvement vous faire les résultats environnementaux. Alors je ne vous commande pas ligne à ligne. Ce qu'il faut retenir,
c'est que le seul scénario qui est capable de répondre aux objectifs environnementaux de la France, c'est le scénario cible. Parce que c'est le seul qui modifie structurellement les composantes et l'intensité énergétique de la croissance. Alors que le scénario de crise peut avoir sur le papier une consommation en termes de des émissions de gaz à effet de serre et une consommation énergétique moindre, mais c'est uniquement lié à la moindre croissance. Et c'est bien cette composition de la croissance qui importe. Et là encore, elle ne peut pas être liée uniquement aux activités industrielles, mais à ce mécanisme. Alors, quels sont, au terme de cette projection, les enjeux en termes de formation et de compétences? Donc, ce qu'on a identifié, c'est que nous n'aurions pas, dans le futur, beaucoup de compétences nouvelles. En revanche, on aura quelque chose qui s'apparentera plutôt à la révolution numérique que nous avons subie et que nous continuons de subir, mais qui est une adaptation des compétences. Ça, on le voit extrêmement bien dans le bâtiment aujourd'hui. Vous êtes couvreur, vous restez couvreur. En revanche, il faut que vous sachiez poser des panneaux solaires aujourd'hui. Ça devient dans votre cœur de métier. Et puis, on a beaucoup de choses qui relèvent de gestes, autant que de compétences. On n'a pas besoin d'ingénieurs de l'environnement partout. En revanche, dans les transports, il faut appuyer moins sur le champignon, faut avoir une conduite plus coolée. Dans le tourisme, il faut sensibiliser à utiliser moins de serviettes, etc. Enfin bon, parfois, ça peut sembler extrêmement trivial et très peu important. Et puis, vous allez avoir une montée en puissance des compétences numériques pour favoriser la mise en réseau, parce que cette économie qui allie d'une autre manière, ou en tout cas de manière plus intense, et faire plus d'interactions entre les industries, entre les biens industriels et les services, ça veut dire une mise en réseau, ça veut dire d'autres types de compétences de chef de projet. Alors après, on a beaucoup de doutes sur savoir est-ce que ça va faire monter la qualification et la rémunération, in fine. Dans le bâtiment, par exemple, c'est pas totalement évident. Ou est-ce que simplement ça va être comme pour certains métiers, justement l'adjonction de compétences en termes d'informatique, ce sera une donnée, et puis vous l'avez pas, mais ça ne change pas votre rémunération et votre niveau de qualification. Donc on ne sait pas très bien, et puis ça dépendra sans doute des métiers et de l'intensité, parce qu'encore une fois, selon les secteurs, on va avoir une intensité qui ne va pas être la même, et une intensité technique. Dans le BTP aujourd'hui, ou dans l'électricité, c'est une intensité technique qui est quand même relativement forte, et dans l'industrie aussi. Du coup, on va avoir beaucoup besoin de formation professionnelle au long cours, plus que de formation initiale, ou en plus, les formations initiales, elles ont déjà intégré largement pour partie ces données. Et c'est pas vrai seulement dans l'énergie. On a en formation initiale rajouté plein de modules environnement. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est très clair, et c'est ce qui attire beaucoup les étudiants, c'est les formations généralistes, développement durable, qui aujourd'hui attirent beaucoup les étudiants, comme la psychologie a attiré beaucoup les étudiants et continue à les attirer, et qui ne produit pas beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, on a eu plusieurs études récurrentes sur ces formations qui ne donnaient pas lieu à des emplois, où les sortants de ces cursus n'avaient pas forcément plus d'emplois que les autres, voire moins, parce que ce sont des formations trop généralistes par rapport aux besoins, et que, en plus, encore une fois, on est dans quelque chose qui est en mutation, et en plus, ce sont souvent des formations qui sont destinées aux collectivités publiques,
parce que c'est paysager, c'est etc., des choses comme ça. Ça attire beaucoup les gens, mais effectivement, le champ d'emploi après est relativement étroit. Donc, c'est pas nécessairement important. En revanche, on va avoir des reconversions très importantes parce que les gens, ils sont dans des bassins d'emploi, ils ne sont pas complètement mobiles du fait de la biactivité des couples et de la rente foncière sur tout le territoire, et que on va avoir des enjeux de reconversion de bassins d'emploi qui sont relativement importantes. Et puis, comme je vous le disais, on va avoir des réallocations à l'intérieur même des secteurs, et on a vu que dans les télécommunications, passer du back-office au front-office, c'était pas forcément évident, et que les gens qui étaient bons sur les technologies, c'était pas forcément des bons vendeurs, et que en plus, ça pouvait poser question sur leur métier, l'attachement qu'ils avaient même à leur métier, et conduire à des désarrois relativement grands. Et puis, on risque aussi d'avoir dans cette configuration de reconversion des tensions sur les recrutements. Alors, deux types de tensions, parce qu'effectivement, on n'aura pas toujours, on ne sera pas toujours up-to-date sur la transformation des compétences qu'il faudra dans un métier. Le temps que ça s'adapte et qu'on forme. Et puis on va aussi avoir, et on a déjà eu, même si en ce moment évidemment c'est moins le cas, mais des tensions sur les secteurs en déclin, parce que bizarrement, enfin ça s'explique assez simplement, mais paradoxalement plutôt, sur certains métiers industriels, on a des tensions récurrentes sur les recrutements, parce que ça continue à fonctionner. Mais c'est des métiers qui sont peu attractifs parce que le secteur ne l'est pas. Et du coup, on ne trouve pas d'emploi. Hein. Donc les entrepreneurs ne trouvent pas d'employés. Et puis vous avez des secteurs qui, alors là, sont purement dans les éco-activités, qui ont des enjeux d'attractivité très grands. Alors, évidemment, c'est les déchets. Mais les secteurs de l'eau ne sont pas non plus des secteurs, parce que les deux grandes écoactivités qui tirent la croissance des écoactivités, c'est l'eau et les déchets en France. Et là, on a aussi des enjeux importants qui trouvent pas toujours à se solutionner si facilement que ça, même si dans les déchets et dans l'eau, vous avez des recrutements tout le temps. Hein. Mais comme vous allez avoir plus des métiers verdis que des métiers verts, c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer, et beaucoup de reconversions, on s'interroge et on n'a pas encore trouvé la solution sur la nécessité de repérer des compétences transversales qui puissent être vertes ou autres, et qui puissent être surtout transférables. Alors aussi bien dans les technologies de l'information et de la communication, c'est relativement facile de savoir qu'est-ce que c'est des compétences TIC. Hein, on voit bien, on met tous sur nos CV ce qu'on sait faire. En revanche, en matière d'environnement, c'est plus compliqué puisque c'est effectivement très, 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 très dépendant des métiers. Je vous montre quand même, parce que je fais ma pub, le résultat, qui est ce beau rapport, les secteurs de la nouvelle croissance, publié à la documentation française, et qui fait le point. Donc Anne Ponce l'a rappelé en introduction, c'est ce qui nous a intéressé, c'est les gisements de croissance. Ça peut vous sembler un peu étrange en pleine crise et en menace d'explosion de la zone euro. Mais en même temps, effectivement, comme l'a rappelé aussi Olivier, c'est des moments où, même si les crises ne sont pas les moments les plus favorables pour accélérer les mutations, ces mutations, elles étaient là avant et elles seront là après.